Soit au Utabraza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Kanati Kelly Iyo papa. Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Ebale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Voilà, chers téléspectateurs de Bakolo State, nous sommes ici au Library of Congress. Il y a eu aujourd'hui une rencontre très très importante avec le sénateur Russell Feingold, qui est l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre a été organisée par le ranking member Karen Bass, une congresswoman qui est très très vocal sur la situation en République démocratique du Congo. Alors cette rencontre a connu la participation de nombreux de nos compatriotes qui sont ici et nous allons essayer dans la mesure du possible d'avoir quelques réactions à chaud à l'issue de cette rencontre. Mais le point positif, c'est que l'élan commence à se délier. Jadis, 3, 4, 5 ans passés, vous ne verrez pas les Congolais venir en grand nombre comme ils le font maintenant. Alors, c'est ce travail-là qui a encouragé au sein des Congolais de continuer à travailler pour que, aujourd'hui, vous voyez la situation, l'élan commence à se délier petit à petit. C'est par rapport à cet effort que les Congolais sont en train de faire. Et vous avez vu, il y a eu aussi la participation des officiels congolais, notamment l'ambassadeur Faïda Mutif qui était dans la salle, et la société civile, et aussi surtout les membres du Congrès qui ont rehaussé de leur présence ici au Library for Congress. Comme je dis toujours, restez branchés puisque nous allons continuer à travailler pour le bonheur du Congo. Nous allons continuer à vous apporter l'information à la minute. Merci, c'était Gary Wele depuis le Congrès pour Bakolo State. We're going to have a lot of exciting events this year, including President Obama's invitation to the heads of state from the continent to come and for a summit that'll take place in the month of August. So again, I want to welcome everyone. I want to acknowledge my good friend and colleague, David Cislini, the representative from Rhode Island, who is here today. I also want to acknowledge Greg Simpkins, who is here representing Representative Chris Smith, who is the chairperson of the subcommittee, and our co-chairs for this event today, Senator Chris Coons and Senator Jeff Flake. They might drop in before the morning is over, but they're co-sponsoring this with me. And for those of you that I haven't met, I'm Congresswoman Karen Bass. I serve as the ranking member on the Africa Subcommittee. Today we're going to have a conversation with the U.S. Special Envoy for the Great Lakes region and the DRC, the Honorable Russell Feingold. I'm not going to introduce Senator Feingold, but I am going to introduce Nii Akuate, who everyone knows. Nii has been around for many years in the Washington, D.C. area. I love this description of him. He's an independent analyst who has worked and agitated for Africa to make good progress in democracy. He has been an activist, a professor, an editor, an essayist, a public intellectual, and an organizer who has created and managed NGOs both in the United States and Africa. You have seen him on TV at Al Jazeera. You've read his publications in the Washington Post and the New York Times. And for more details about his background, you can look at the back of your program. But please join me in welcoming our moderator for today, Nii Akuate. Thank you very much, Ranking Member. It's a particular honor to
be asked to moderate this important conversation about events and what is going on in the heart of Africa. My job is pretty simple. Is to introduce and give the floor to the Special Envoy, the Honorable Senator Russell Feingold. Representative Bass, thank you for inviting me. When I was given this appointment by the President and the Secretary of State, one of the very first calls I got was from Representative Bass, who indicated that she wanted to work on these issues, which is just more evidence of her commitment to the relationship of the United States to the nations of Africa. And I also want to thank Representative Cicilline for being here as well. These are people who typify in the Congress the fact that I tell people, they find it hard to believe, but I tell them that American-African relations are one of the last bastions of bipartisanship in the Congress. For 18 years, there were people that I worked with that I didn't agree with on anything else, but we cooperated on issues relating to Africa. So this isn't just hopeful for our relationship. Maybe it's hopeful for America that we could find more areas where we could be more cooperative. So I really thank the Representative Bass for doing these forums and for making this a successful series of events relating to Africa. Monsieur Abraham, bonjour. Bonjour Gary Ouellet. Ici au Congrès avec Russ Feingold, Karen Bass et tous les représentatifs qui ont rehaussé de leur présence ici sur African Policy Breakfast. Alors, votre impression? L'impression, c'est d'abord que la voix du peuple congolais, le travail qui a été fait en amont, est en train de payer aujourd'hui. Et sérieusement, la problématique du Congo est en train d'être discutée à un très haut niveau. L'impression est très bonne. Je crois que M. Russ Feingold est un homme d'ouverture. Nous l'avons vu sur le terrain. Aujourd'hui, le M23 est là où il est. Ils font la chasse au FLDR. Je sais que ce n'est pas tout. Je demanderai au peuple congolais d'être patient. Parce qu'à chaque fois que je suis venu dans ces rencontres, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, on a vu la matérialisation sur le terrain. Donc je crois qu'il y a un point positif. Nous allons chaque fois être derrière lui pour lui rappeler ce qu'il a dit ou avoir des observations sur ce que nous n'avions pas compris. Par exemple, souvenez-vous de l'incident avec RFI qui a été mal interprété, où l'on parlait de révision des frontières, qui n'était pas le cas. Merci beaucoup, M. Abraham, pour votre temps. Merci, Gary Ouellet. Je voudrais vraiment t'encourager, te féliciter. Tu es celui qui rapporte live tout ce qui se passe à Washington et aux États-Unis. Bacolo State mérite son nom. Merci, M. Abraham. Merci pour votre temps. Alors, M. Eric Kamba, depuis Boston jusqu'ici au Congrès, vos impressions après cette rencontre, en 2 mots? Oui, en tout cas, c'était une très bonne rencontre. Le sénateur a parlé de problèmes de notre pays. Il nous appartient, nous, Congolais, maintenant de faire le suivi avec lui pour voir comment nous pouvons trouver des solutions durables pour le Congo. Le problème des FDLR, est-ce encore une carte blanche qui est toujours donnée au Rwanda ou une lueur d'espoir? Mais tu as suivi ma question. Tu as suivi ma question. Moi, je trouve que c'est ce problème, à un moment donné, nous devons mettre fin à ce problème-là. Hein, parce qu'on ne doit pas toujours utiliser ça comme fonds de commerce. Congresswoman Bass, thank you very much for all the work you're doing. I met you several times and I saw your dedication on the Congo. And you've been so vocal from the Hill about everything going on in the Congo. A lot of Congolese people are still asking questions about the American policy on the Great Lake region. They've been asked to the government of Congo to sit down with the M23. They did. The concern is today about the FDLR and also the ADL-NALU. What is the policy toward the region of Great Lake to get all the governments sit down with all the harm group in order to bring a global solution in the region? Well, first of all, fundamentally, I believe that peace will come to the Congo at the leadership of the Congolese. I don't think that it is the role of the United States to go in and to dictate to the Congo how they should handle their affairs, but it is the role of the United States to be supportive and to do anything that we can do to bring about peace to the region. And it's a thin line, because we might want the president to sit down and bring peace with everyone,
But we have to see whether that is in the best interest of the Congolese. But I do not think that the United States should be in the role of dictating. Absolutely. What is the role of the Congolese diaspora in the United States? Is any way that the Congolese diaspora can sit down together with our official in the United States? Let me just say that the role of the diaspora is critically important. And as a member of Congress, it is very important and helpful to me to know where the Congolese population is. It's not like you could go to a part of town and that's where everybody is. So unless the diaspora speaks up and comes to the Hall of Congress, I actually don't know how to communicate. And so if there is a way, now several people here told me that they wanted to have a follow-up meeting with me, with the diaspora. I welcome that. I would love for that to happen. But it's not very clear, very easy to know whether there's diaspora organizations unless they come forward and present themselves. Thank you, Congresswoman, for your work. You're welcome. Voilà, nous avons ici Son Excellence Madame Faïda, qui est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo ici aux États-Unis. Madame, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Gary. Oui, merci surtout de votre temps. Et nous vous prenons à chaud à l'issue de cette rencontre qui a connu la participation d'une fourchette de personnalités, que ce soit politique ici, le corps diplomatique accrédité aux États-Unis, mais aussi des Congolais qui sont venus de partout. À l'issue de cette rencontre, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont positives. C'est une façon de garder le Congo sur la carte de la communauté internationale. C'est une façon de s'assurer aussi que la cause du Congo reste vivante ici à Washington. J'étais très contente de voir la participation des membres du Congrès qui étaient venus, qui sont intervenus très brièvement. Madame Karen Bass, je la félicite amplement pour ce genre de session et surtout pour une session telle que celle-ci qui est consacrée uniquement à la RDC et évidemment on ne peut pas parler de la RDC sans parler des problèmes de Grand Lac. Je crois que le sénateur Feingold a fait une bonne présentation. La plupart des intervenants sont intervenus positivement dans le sens où les commentaires ou les questions qu'ils ont posées, c'était des genres de commentaires, des questions qui étaient constructives dans un sens ou d'un autre. Donc, je crois que c'était positif. J'étais vraiment contente et surtout, il y avait quand même une grande participation, non seulement des compatriotes de toutes les souches, mais aussi la présence de la société civile et même certains membres des agences gouvernementales américaines. Alors madame, je ne veux pas abuser de votre temps, je sais que vous êtes toujours busy, mais juste un petit mot, le problème de Grand Lac. On a demandé au gouvernement congolais de s'asseoir avec les M23. Le gouvernement congolais l'a fait. Alors, quelle est la politique du gouvernement là-dessus, de voir que ces rebelles sont au Congo, les RDF sont au Congo, ils ne posent aucun problème dans leur pays, les FDLR sont au Congo, ne posent aucun problème au Rwanda, mais ils sont assis au Congo. Alors, quelle est la politique du gouvernement qui doit pousser de sorte que ces gouvernements du Rwanda et de l'Ouganda aient aussi le temps de s'asseoir avec leur opposition, comme le fait votre gouvernement? Je peux tenir le micro. Oui. Merci beaucoup. C'est une très bonne question et d'ailleurs c'est une question qui a été soulevée par un de nos compatriotes et une question tout à fait pertinente. Et le gouvernement, je peux vous assurer que le gouvernement a toujours demandé à ce que eux aussi, nous avons un autre dialogue congolais. Nous avons nos négociations qui continuent toujours incessamment avec tous les différents groupes armés. Et nous voudrions qu'eux aussi ouvrent l'espace politique. Un espace politique doit être ouvert au Rwanda, doit être ouvert en Ouganda, pour qu'eux aussi puissent s'asseoir avec les FDLR. Vous savez, le FDLR est utilisé maintenant comme fonds de commerce pour le Rwanda. Le FDLR fait plus de crimes
en RDC. Le FDLR, depuis longtemps, ne constitue plus vraiment un grand danger pour le Rwanda. Les FDLR, bon, d'après la définition des FDLR, ils étaient des enfants quand il y a eu le génocide rwandais. Bon, pourquoi est-ce que le Rwanda ne peut pas ouvrir juste un tout petit peu son espace politique, s'asseoir avec eux? Il y a un compatriote qui a bien dit ce qui était dans le rapport des experts. Hein, ils partent au Rwanda, ils sont recyclés, ils reviennent en RDC. Donc quelque chose doit être fait. La communauté internationale jusque-là reste timide sur ce genre de dialogue entre les deux pays voisins et leurs groupes armés. Je crois que c'est là où nous devons tous continuer à exercer la pression. Il faut que la communauté internationale aussi fasse pression sur ces deux pays afin qu'ils puissent ouvrir un tout petit peu leur espace politique. Ouais. Alors, merci Madame Faïda pour votre temps et puis merci pour tout ce que vous faites pour le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour tout ce que vous faites aussi. Non, on essaie. C'est vrai que la cause du pays est entendue. Merci beaucoup Madame. Nous avons un invité qui est venu de très loin de Londres, Monsieur Chakoudia. Vous êtes venu de Londres jusqu'ici aux États-Unis participer à cette rencontre. Quelles sont vos impressions? À chaud, je peux dire que je félicite d'abord le président Obama, Barack Obama, pour l'initiative qu'il a dû prendre de nommer un envoyé spécial des États-Unis pour le Grand Lac et spécialement pour le Congo, la République démocratique du Congo, qui est un pays en crise depuis bientôt une vingtaine d'années. Je remercie aussi, félicite aussi Madame Karen Bass, la congressiste américaine, qui a dû nous inviter aujourd'hui à Washington. Personnellement, j'ai fait un déplacement de Londres pour être présent à cette importante rencontre en tant qu'ami des Américains, en tant qu'ami des États-Unis, pour pouvoir porter ma contribution modeste aux stratégies qui peuvent nous amener à la paix, à la stabilité et au développement de notre sous-région de Grand Lac. Mais quel est le message concret que vous amenez, vous, de la résistance à cette grande instance qui est le Congrès? C'est comme je viens de le dire tout à l'heure, en tant que chairman du gouvernement congolais en exil, en tant que président national de l'Union des patriotes résistants pour la libération totale du Congo, un des initiateurs et promoteurs de la résistance patriotique congolaise mondiale, je considère que ça, c'est une occasion d'abord pour saluer les combattants et les résistants congolais du monde entier, pour leur dire que voilà, avec notre détermination, les États-Unis commencent à réfléchir, commencent à s'engager, c'est positif. Mais nous devons encore faire plus, nous les Congolais. Nous avons besoin de l'unité, l'unité d'action, l'unité de commandement, l'unité de perspective, pour que nous puissions aboutir avec notre combat de libération totale du Congo. Cela dit, je remercie les Congolais des États-Unis pour une forte participation cet avant-midi ici au Congrès. Et je pense que c'est une étape, mais il nous faudra encore faire plus. Et nous devons nous donner des moyens, nous Congolais d'abord, parce que ça concerne les Congolais. Le Congo appartient aux Congolais. C'est nous qui devons prendre le devant. C'est nous qui devions définir la marche du Congo. C'est nous qui devions imposer la décision. Les amis américains, les amis anglais, les amis occidentaux vont nous accompagner. Mais d'abord, la dernière décision appartient au peuple congolais. Voilà pourquoi je fais ce déplacement pour que je sois présent là où les dossiers du Congo se traitent. J'ai dû répondre positivement à l'invitation de Mme Karen Bass pour être présent et rencontrer personnellement M. Feingold, avec qui nous avons échangé, et avec Mme Karen Bass, la congressiste, nous avons aussi échangé. Je pense que le temps est venu pour de fortes actions pour notre pays. Tout à fait. Mais quand vous parlez de président, vous êtes le président des Congolais de l'étranger. Ça veut dire quoi exactement? Je ne suis pas président des Congolais de l'étranger, je suis chairman du gouvernement congolais en exil. Ça veut dire quoi exactement? J'ai dit dans la salle tout à l'heure, et j'ai expliqué ça à monsieur l'envoyé spécial du président Barack Obama, M. Feingold, et j'ai parlé aussi à Madame congressiste, Madame Bass,
pour dire qu'au moment où il faut considérer que le Congo c'est un pays occupé par les amis extérieurs du Rwanda et du Burundi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. Il ne faut pas éluder la question de l'occupation congolaise. Il ne faut pas éluder la question du pillage du Congo. C'est quelque chose d'organisé, c'est quelque chose systématiquement bien pensé. Pour démanteler cette affaire, nous devons nous mettre dans la position de Charles de Gaulle, général de Gaulle, dans les années 40-45, au moment où la France était sous l'occupation des nazis. Charles de Gaulle n'est pas allé aux élections pendant que son pays était occupé. Charles de Gaulle n'a pas négocié avec le gouvernement de Vichy, donc le gouvernement des occupants. Pour nous, comme je viens de dire aussi à l'ambassadeur de Joseph Kabila tout à l'heure, madame l'ambassadrice, nous devons prendre le destin du Congo à main. Nous considérons que le Congo appartient aux Congolais et les Congolais doivent prendre la destinée du Congo dans leurs mains. Nous refusons tout pouvoir d'imposition de Joseph Kabila qui est au Congo. Pour nous, le seul gouvernement qui existe, c'est le gouvernement que nous dirigeons en exil. Et nous allons mettre en place toutes sortes d'actions, comme je viens de dire, pour que nous puissions trouver une solution rapide, congolaise, à la crise du Congo. Pour vous prendre un peu au mot, vous déplorez le gouvernement d'imposition qui est au Congo, mais le vôtre, il a été élu comment et comment vous menez concrètement vos actions? Notre gouvernement, c'est un gouvernement des patriotes congolais, de patriotes résistants congolais. C'est un gouvernement des combattants et des résistants. Ce n'est pas un gouvernement imposé par les Tutsi Power au Congo. Ce n'est pas un gouvernement de Kagame, ce n'est pas un gouvernement de Museveni, ce n'est pas un gouvernement de James Kabarebe, ce n'est pas un gouvernement d'infiltré Tutsi qui est Joseph Kabila, qui depuis 1996 s'est fait appeler Joseph Kabila, mais avant 1996, il avait un nom. Et quand il était en Tanzanie, il avait un autre nom. Mais depuis 1996, il s'est collé le nom de Kabila et il est devenu Joseph Kabila. Lui qui avait un père, qui avait une mère, et il s'est fait aujourd'hui congolais. Mais le temps n'est pas là pour parler aujourd'hui de nationalité. Le temps, c'est de savoir le mode de gestion du Congo. Nous sommes dans un mode de gestion qui est un mode d'un pays occupé, d'un pays envahi par le pays voisinant. Et nous devons mettre fin à cela. Et pour cela, nous avons besoin de faire les initiatives congolaises, de la prise de pouvoir et de la libération totale de notre pays. D'où nous avons pris l'initiative de créer notre gouvernement en exil pour ne pas reconnaître le gouvernement qui nous est imposé avec des élections, je m'excuse du terme, des élections bidons. Vous savez, en 2006, Malou Malou a été là et vous connaissez les conséquences. 2011, Mulunda est venu, vous connaissez les conséquences. Maintenant, 2016, comme vous dites là, Malou Malou revient encore. Il faut être un peuple fou pour accepter du n'importe quoi. Le droit de vote, c'est un droit d'un peuple. Quand quelqu'un a voté un individu, il veut voir cet individu gouverner. Si réellement le Congo est dans la démocratie, 2011, c'est Etienne Tshisekedi qui devrait gouverner le Congo, ce n'est pas Joseph Kabila. Cette imposition de Tutsi pour pouvoir piller le Congo, c'est ce que nous disons non à notre gouvernement d'exil. Et nous devons travailler stratégiquement, et comme je viens de le dire aux amis américains, nous devons travailler stratégiquement pour imposer la voix des Congolais, la position des Congolais dans la gestion politique du Congo. Merci M. Tchakouda pour votre temps et surtout pour votre déplacement depuis Londres jusqu'ici. C'est un devoir patriotique et c'est un devoir des résistants, des combattants et d'un leader, parce que le leader doit être là où il y a des décisions. Et voilà pourquoi je suis venu pour influer et pour accompagner la décision du président Obama. On aura le temps de nous asseoir vraiment à tête reposée avec vous. Merci. Et parler à long et à large. Merci pour votre temps. Allez, merci à tout à l'heure. Merci beaucoup. Okay, merci. Alors, M. Mandé a chaud à l'issue de cette rencontre et, qui a connu la participation de vraiment un grand nombre de nos compatriotes et aussi les amis, on peut les appeler les amis du Congo entre guillemets. Quelles sont vos impressions? Mon impression d'abord c'est que on ne peut pas tromper l'histoire. Je crois que la vérité sur le Congo, ce gouvernement la connaît. Et quelque chose que j'ai célébré, c'est que le Congo progresse. Le Congo est en train d'évoluer. Nous avons connu une croissance économique incontournable qui a été reconnue par la Banque mondiale, le Fonds monétaire.
Et aussi en 2014, il y aura une autre croissance économique. Moi, je suis parmi ceux-là qui va au Congo régulièrement. Et je crois que le Congolais doit être dans la cohésion afin qu'il y ait la paix et le développement. Et les ennemis du Congo, ils sont à l'extérieur, on les connaît, mais je crois que j'ai surtout aimé l'aspect économique qui a été élucidé. Je crois qu'il appartient maintenant à nous-mêmes Congolais de reconnaître les progrès que notre gouvernement actuel est en train de faire, mais aussi de les aider dans certaines choses qui peuvent améliorer. Mais je crois que je suis fier de mon pays, c'est tout ce que je peux dire. Je suis fier de mon pays, je suis fier de mon gouvernement et je suis fier de tous nos partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, et je suis fier de la société civile. Donc, je suis fier d'être Congolais. Tout à fait. Nous sommes fiers de vous pour tout ce que vous faites pour le Congo également. Merci. Monsieur Bahati, bonjour. Bonjour. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre présence ici. Juste une question, puisque on vous prend à pied levé. Et il y a eu cette rencontre. Il y a eu la participation des officiels américains, congolais, la société civile et beaucoup d'autres organisations. Mais à l'issue de cette rencontre, quelles sont vos impressions? Bon, la lutte pour le développement social, économique et même politique au Congo continue. Le travail de la diaspora est significatif dans ce processus. Donc, la présence même de beaucoup de Congolais dans cette salle est un encouragement. Les propos de l'envoyé spécial sont francs. Donc, on est content de cette franchise et les questions continuent à attendre des solutions. Donc, c'est un pas très important dans l'affaire qui concerne le Congo. Vous avez soulevé un problème de la corruption, mais aussi plusieurs compatriotes ont soulevé ce problème des gouvernements voisins de la RDC, de pouvoir s'asseoir aussi avec les rebelles. Apparemment, les ADF Nalu, comme l'a dit le président Museveni à l'issue de la rencontre avec le président Hollande en France, que les ADF Nalu ne constituaient pas un danger en Ouganda. On a l'impression que les FDLR, les ADF Nalu, causent beaucoup plus de problèmes au Congo que dans leur pays d'opposition. Et quel est votre, en tant qu'analyste bien sûr, quel est votre talk là-dessus? Premièrement, je voudrais saluer l'effort de l'armée congolaise dans le tract de EDF et aussi présenter mes condoléances à la famille du colonel Mamadou Ndala, qui était un de nos meilleurs, engagé sur le front militaire, dans le tract des gens qui continuent à amener l'instabilité dans notre pays. Alors, la question congolaise aujourd'hui, on peut la voir à deux volets. Au niveau politique, nous sommes bien positionnés. Mais il faut dire que la communauté internationale ne dispose pas de solutions aux problèmes congolais. La gouvernance est la clé nécessaire pour résoudre ces problèmes. Le 30 janvier, notre ambassadeur aux Nations Unies a été humilié par l'ambassadeur rwandais, disant que, oh, tu vois, le Congo c'est un petit pays, non, le Congo c'est un grand pays, le Rwanda c'est un petit pays, pour signifier que, et il a dit, si vous osez continuer à... C'est la dernière fois de venir. Oui, à soutenir les FDLR, tout ça, c'est l'arrogance. Mais si on était un pays fort, on se serait approché de la frontière pour dire, cette arrogance doit stopper. Mais nous n'avons pas un gouvernement capable d'investir dans les moyens et dans les outils pour que nous puissions être forts. Donc, la responsabilité incombe au gouvernement et les outils, c'est la bonne gouvernance. Alors, j'en reviens à la question de la corruption. Ça, c'est un élément important dans la faiblesse même de l'État congolais. Le rapport Nyandou, qui dit que plus ou moins
peut-être des billions, à peu près 4 milliards de dollars, dans un circuit de corruption. Un rapport par le gouvernement. Et aujourd'hui, les membres du gouvernement ne veulent pas amener des solutions, même collecter cet argent. Et pendant que le pays a un budget de à peu près 9 milliards, ça c'est un scandale. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, au niveau politique, nous devons nous dire les choses, la vérité. Le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités pour que nos voisins ne puissent plus nous intimider et puis pour que les citoyens congolais puissent jouir de leurs biens. Ceux-là qui détiennent ces millions-là, ils sont peut-être, c'est un système des expatriés, même très peu de Congolais. Mais combien on paye aux soldats qui protègent même ces millionnaires qui vivent comme des rois? Moins de $100 pour un militaire qui est au front jour et nuit. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et notre travail ici, c'est de nous rassurer que les partenaires américains ne continuent pas à supporter un système de corrompus et nous devons avoir une solution à ces problèmes. Merci, M. Bahati, pour votre temps. Merci beaucoup. Alors, M. Marseille, bonjour. Bonjour. Et à l'issue de cette rencontre, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont vraiment bonnes parce que ça, c'est une première fois qu'on voit les histoires comme ça s'est passé. C'était vraiment bien, ça nous a donné l'opportunité de donner notre point de vue et j'aimerais assez que ça puisse continuer parce que on a l'impression que les Américains vraiment commencent à prendre conscience de ce qui se passe chez nous parce que ça fait plus de 20 ans que les tueries ou la violence, la guerre a commencé chez nous. Les personnes ne disaient un mot. On ne voyait pas ça dans les médias ici, on ne voyait pas des gens... Les langues commencent à se délier aujourd'hui. C'est vraiment une bonne chose parce que j'ai vu les dignitaires américains ici. Vraiment, ça m'a impressionné. Ça, c'est aussi le travail qui s'est fait dans cette diaspora qui est ici aux États-Unis. Oui, c'est un grand travail qui a été fait. La diaspora ici travaille. Les combats que nous faisons ici, ce n'est pas ce qu'on voit à la rue. Les gens marcher. Non, ce n'est pas ça vraiment les combats. Les combats se font discrètement. C'est ça les fruits des combats. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ces combats intelligents pour le Congo. Merci beaucoup. Alors, Président Georges Alula, bonjour. Bonjour, J.I. Vous étiez assis au front line, mais apparemment, vous n'avez pas parlé. Merci d'abord de tout ce que vous faites pour le Congo. Nous avons participé à une rencontre très importante aujourd'hui ici au Congrès. À l'issue de cette rencontre, quelles sont vos impressions à chaud? D'abord, ce que j'ai aimé dans cette rencontre, c'est le fait d'avoir permis d'entendre tous les sons des cloches, de laisser tout le monde s'exprimer, les ambassadeurs, les Congolais, les non-Congolais, les gens de la région, chacun s'est exprimé et on a entendu les réponses qu'a donné l'envoyé spécial. Aujourd'hui, GI, vous savez pourquoi les silences? Parce que je pense que vous savez que j'ai beaucoup parlé. Je me levais chaque fois pour parler. Maintenant, l'heure est venue d'observer pour continuer le travail que je continue à faire en toute discrétion. Et je crois que chacun, aujourd'hui je me reconnais, à chaque fois qu'un Congolais se lève pour parler du Congo, je sens comme s'il fait mon travail. Et ça me met dans la situation d'observer avec beaucoup de fierté tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui pour parler pour notre pays. Tout à fait. Ça fait quand même 5-6 ans passés. On était avec vous presque dans toutes les rencontres, ici au Congrès, au département d'État et partout. Mais on n'avait pas aussi grand nombre de Congolais comme on le voit maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, les Congolais, on peut dire, voilà, parce qu'avant, c'était 2 personnes, Alula, Iwele ou quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, on sent que la salle était archi-comble, les gens étaient debout, les Congolais sont venus de partout, de Londres même, du Canada, des Raleigh, de partout. Si tu me vois sourire, c'est parce que c'est le fruit du travail que nous avons fait ensemble. Vous savez, quand vous mettez un bébé au monde,
quand il grandit, il commence à faire des choses en tant que parent. Vous sentez comme une sorte de fierté à voir les Congolais sont sortis. Ce n'est plus un combat de Georges Aloula ou de Gary Iwele, c'est devenu un combat pour nous tous. Maintenant, il faut qu'on trouve les moyens de s'asseoir. J'ai entendu les gens dire que c'est le moment qu'on puisse s'asseoir tous. Mais quand on s'assoit tous, à l'exemple de nos parents qui sont partis à la table ronde en Belgique, ils avaient reconnu la valeur de l'un d'eux pour dire que si Patrice Lumumba n'est pas ici, on ne fait pas... On a aussi entendu le soutien ou l'endorsement de votre leadership. Ça vous fait quoi, ça? C'est en même temps un plaisir. Moi-même, je ne m'attendais pas à cette expression. Mais je crois que c'est un début de reconnaissance. Et surtout, vous savez, lorsque vous menez un combat, vous avez dit qu'un combat où vous êtes seul. Lorsque les gens viennent vous prêter la main et que le monde commence à parler de vous, ça vous donne plutôt de l'humilité pour pouvoir comprendre dans quelle direction vous partez et comment tacler la situation pour passer à l'étape suivante. C'est ça qui est vraiment très important dans ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je voudrais simplement dire à nos compatriotes qui ont pris ça d'une manière ou d'une autre, de se calmer et de savoir que ce n'est qu'un Congolais qui en parlait d'un autre Congolais, quoi. Merci. Merci, Dr. Georges Aloula, pour votre temps. Je sais que le chemin est long, mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Merci. Thanks a lot. Alors, Monsieur Isidore Moulamba, bonjour. Vous avez fait un déplacement depuis Raleigh jusqu'ici. Et d'abord, à l'issue de cette rencontre, quelles sont vos impressions, très rapidement? Bon, les impressions est que tout le monde a une conscience tournée vers un changement. Et puis, tu vois, tout le monde cherche que le Congo soit gouverné par les Congolais. Ils ont compris qu'il y a un aspect qui manquait aux Congolais et maintenant ils veulent peut-être mettre ça en place. Et tout le monde doit se battre pour la même cause, que les gens évitent des querelles de pouvoir. Mais si nous choisissons quelqu'un qui soit là, je crois que tous les Congolais pourront se retrouver dans un débat national. À ce moment-là, les choses vont bien marcher. Alors, vous avez mentionné un point qui a soulevé des tollés dans la salle. Under the President George Aloula, who is the new leadership we Congolese prepare for the next governance, for the next election. So, like you mentioned, Congolese people understand what's going on. Thank you. And we want this. Thank you. We want this to be done. Thank you very much. Thank you very much. Est-ce que croyez-vous demander à ce que les Américains ou les Congolais se rallient derrière le leadership d'une personnalité? C'était le moment où la tribune propice pour ce genre de propos? Oui, mais puisque les Congolais doivent comprendre que même s'ils posent des questions, ils doivent d'abord savoir ces pays-là qui font des dégâts comme ça, si ce pays n'est pas derrière eux. Ce sont eux qui font ces choses-là. Et quand vous posez les questions, ils n'ont même pas eu de réponse à leurs questions. Parce que les Américains ont la diplomatie de donner des réponses. Ils n'ont pas condamné ceux-là qui commettent des émeutes, qui commettent des bévues. Ils ne les ont pas condamnés. Donc vous venez poser des questions au lieu de proposer ce que vous voulez. Parce qu'ils savent. Maintenant, ils ont pris conscience que bon, ces choses-là ont perturbé les Congos, les choses-là ont perduré aussi. Maintenant, ils trouvent qu'ils doivent changer ça. Ils savent ça. Et ils vont aussi choisir quelqu'un qu'ils vont mettre. Vous pouvez tout faire, ils vont mettre quelqu'un qu'ils veulent. Donc, vous voulez les orienter vers Georges Aloula? Nous voulons les orienter. C'est une orientation, c'est simplement ça. Simplement ça. Donc, parce que les gens que vous voulez que l'on les mette là-bas, ils ne le veulent pas. Il faut être très intelligent, ils ne le veulent pas. Et nous proposons la personne qu'ils trouvent qu'ils peuvent converger vers lui. Et je crois que c'est ça la meilleure approche. Merci pour votre temps et surtout le temps que vous avez eu depuis Raleigh jusqu'ici pour participer à cette rencontre. Oui. Bon, mais écoute, je te remercie, mais nous croyons que les choses changeront. Yeah. Nous croyons que les choses changeront. Merci, c'était Gary Iwele depuis Library of Congress pour Bacolod State.
And the first thing that I've tried to say is that, you know, the DRC actually had a pretty good year last year, 2013. They were able to militarily get rid of a very serious rebellion. They were able to negotiate, which is not something countries often do, but successfully with this group and create a series of accords that did not make the same mistake of the past, which I've already described in terms of amnesty for those who had committed war crimes. The economic indicators, even though it starts from a relatively low base, are strong, are getting stronger. So in a way, when I spoke with President Kabila at the end of the year last year, we felt like that this was, in effect, a winning streak, that the DRC was looking better and better. Now, in order for that to continue, the elections in the coming years have to be credible. You can argue that other things are as important or more important, the security sector reform, the justice issues, economic issues, but in the eyes of the world and in the eyes of the people of the Democratic Republic of Congo, they care about whether these elections are credible. And so we're going to be very specific in terms of trying to help. I already talked at length with Abe Malu Malu, who is the head of CENI, the Elections Commission, met with him at length, but we also talked to civil society. We talked to the political opposition. When I went to North Kivu and South Kivu and Katanga, at every stop, I asked, what do you think about the plans for the elections? Almost unanimously, people welcomed the news that it's likely that there will be local direct elections within the coming year, give or take a month or two. This has not happened for a very long time, where the local officials will be directly elected. Secondly, there is to be, or are to be, provincial elections. Now, there's a dispute here, because the proposal by Abe Malu Malu, his first choice is to have those be so-called indirect elections. In other words, not elected directly by the people, but by those who have already been chosen as representatives. There's a lot of opposition to that. Obviously, this is up to the Congolese people and their government, but there's concern about that. Third, there needs to be a presidential election in 2016, and it needs to follow the Constitution. And that is also crucial. Now, what specifically are we going to do? Well, this is up to the Congolese people, but they are well aware that there were real problems last time. The ballots weren't properly transferred. They weren't properly stored. They weren't necessarily properly communicated. There needs to be public education about the elections, making it clear that everybody's welcome and encouraged to participate. There needs to be security for people who go to the polls. There needs to be mechanisms for dispute resolution about disputes about elections. You've heard about those here in these countries. I always get a kick when I go to Africa and start telling them about how they should run their elections, and they smile at me because of the problems we've had. So, you know, this is not easy stuff in any country, but a country of this size with limited infrastructure, with 75 million people, it requires help. So I am not just going to say to the Congolese, you need to do this and that. I think we also have to, as a group of donor countries that are going to participate, we need to be able to come to the table and say, we can help with this, we can help with that. Just a specific example, I mean, I'm very engaged in this subject, so I can bore you with this, but, you know, for example, when the ballots come in, they don't have the capacity right now to transfer the results by electronically. If we could provide the technology to make sure those results are transferred immediately through electronically, this could really make a difference in terms of people's belief that there wasn't something bad done with the ballot. So we will be engaged almost on a daily basis, the United States and the international community, to help make these elections a success. Thanks a lot, Congressmember Bass and Honorable Feingold, for this moment. My question would be about the elections, not only in the Congo, but in the whole region, because the U.S. engagement into the peace process in the Congo can only work if the same process is applied in the neighboring countries, meaning Rwanda, Burundi, Uganda, and there are elections coming up in all those countries. My question is, how is the U.S. engaged into getting, for instance, President Kagame to sit with his opposition? What are we doing to get him engaged, fully engaged into the process, so that it's going to pacify the whole region? My name first is Isidore Mulamba. I got business, I got MBA.
Straight University, and master is accounting, Phoenix University. I am a treasurer in the UNIC. UNIC is under President George Alula governance. So my remark is like this. Congo, as everybody knows, Congo is a cornerstone for the development of the region. And you know, Congo, most of its resources have been used by different countries to go to war, and they win the war because of Congo resources. And everything you mentioned, we Congolese, we don't complain anymore because everybody knows what's going to Congo. But one thing we ask, please, because if your question has been asked, yes, could you just wrap it up? Yes. One thing I try to ask you is this. In Congo, in 1 year, will be 16 years, it was in lack of leadership. It was no leadership in Congo. We, under the President George Alula, who is the new leadership we Congolese prepare for the next governance, for the next election. So, like you mentioned, Congolese people understand what's going on. Thank you, thank you. And we thank want you. this. Thank you. We want this to be done. Thank you very much. Thank you very much. We can't just say to the DRC, you know, you need to follow your constitution without urging the other countries in the region, Uganda, Burundi, and Rwanda, to do the same. And you are correct that in each instance there are aspects of the Constitution that affect presidential succession, although I believe Uganda has altered theirs. So we should give the same message that I gave in the DRC the other day, which is when I was asked, I said, our experience in the United States has been that it is best to follow these sorts of constitutional limitations. We happen to have the toughest term limit rule with regard to the president, where the president, once he or she serves 2 terms, can't ever run again, which, you know, Bill Clinton probably doesn't like very much. He'd probably be president again. These constitutional provisions in these countries, as I understand, do not have that limitation. So asking that the Constitution not be altered for any individual is a message that I think is something that we should offer, understanding that each country is sovereign and can make its own decisions, but that it is a better thing for democracy and the reputation of a country if it can show that it can peacefully follow its constitutional provisions. Next question had to do with whether, what contact we had with civil society. I want you to know that on our trip to Congo, we were deeply involved in meeting with civil society and groups that represented some of the different ethnic groups. For example, I had a very good meeting in South Kivu with the Banyamulenge community and heard about their history. The fact that, you know, they're not the same as the other Rwandophone communities, and that although they may have suffered discrimination and problems in Eastern Congo, that their experience is not identical. So when I met with civil society groups who did not include those ethnic groups, I urged them to say, when you are looking for change, make sure everyone is included. I think one of the most important root causes of the problem in Eastern Congo is this sort of ethnic tension that has been exploited by many over time. So I guarantee you that everything we do through my office in the United States will include civil society groups, and that we want to link the voices of the people and civil society with the broader dialogue that I think is already really beginning under the leadership of Angola through the ICGLR, the International Conference of the Great Lakes, and the Framework Agreement. This process is beginning, and these root causes of the problems need to be addressed. It's not simply economic opportunity, as important as it is. It's not stopping violence alone. It is also causing everyone in that part of Congo to feel that they are welcome to have their full rights as Congolese citizens. Finally, I think the last question had to do with the possible presidential election, and I didn't even endorse between Obama and Clinton, so
I'm certainly not going to endorse or get involved in who should be the next president of Congo. Thank you. My name is Abraham Lokabwanga. I'm the anchor journalist of Code 243. First of all, I'd like to thank you, Mr. Fingal, because we, as the Congolese, since you are on the field, we can see the change in what we've been struggling for decades. But my question is regarding justice. October 1st, 2010, the UN released a report called the Mapping Report, 560 pages. A lot of names were quoted on that report. And referring to that, I may give a name, Bosco Tanganda. As of this week at the ICC, he declared, actually his lawyer declared, that he's not the Congolese citizen, but he's a Rwanda citizen. We have an issue here because you've been doing a tremendous work. The M23 is almost out. But once again, report from the UN and some others, NGO are quoting that they are regrouping in Uganda and also in Rwanda. Is or are the United States going to help the implementation of an international crime tribunal or internationally a court to judge all those who've been involved into those massacres? Thank you. My name is May Tall. I'm from the Elliott School of International Affairs at the George Washington University, and I wanted to thank you for being here today and talking about your dedication to Africa. I just have a quick question about any initiatives the U.S. has towards the HDI index in the Congo. As it Toward is what? I didn't hear you. The HDI index is, the Congo is ranked 142nd in the world, which is very poor compared to many countries. And you talked about the military and the government, but are there any initiatives towards improving the state of human life in the Congo? Thank you. Thank you for the opportunity. My name is Jacques Bahati. I am the policy analyst with the Africa Faith and Justice Network. Recently, the government of Congo commissioned an investigation in Katanga to look into custom fraud. And the report says that $3.7 billion are owed to the Treasury. And then the government is denying that the report was fairly well done. And the same report says that there is even more money at the borders of Congo. Here in the US, you are planning to help Congo financially, and the World Bank is planning to help Congo. The USAID is planning to invest in Inga Dam with more money. Why that money is sitting somewhere in a corruption system, how fair is it to the Congolese people, even to the American taxpayers? Can you get result and collect that money for the Congolese people? Maybe they can be stolen in other ways, but collect it. Thank you. Was about accountability with regard to criminal acts, wars, international crimes. First thing I want to do is to go back and say that I should have mentioned at the beginning how important it is that the Nairobi declarations that came out of the Kampala talks be enforced and followed up on. So, not only does that mean making sure that proper mechanisms are put in place to have people that have committed war crimes or crimes against humanity be extradited and brought to justice within the DRC under a proper series of courts with all the human rights and other due process conditions that are necessary. So that's one part of it. The other thing is, though, for those who have not committed these sorts of crimes, there has to be a credible disarmament, demobilization, reintegration program in the Democratic Republic of the Congo. Now, we spent a lot of time on this trip visiting what was being done so far. Our sense was that it was not where it needs to be. There seems to be a reasonable approach to get people into a facility, but the issues of what happens to them in terms of reintegrating with their families, what kind of training are they going to have so they can have a job, something other than being in an armed group, this has to proceed. And the neighboring countries, Rwanda and Uganda, have to cooperate with this as well. And so our job is to urge everyone
to actually take care of that. So that, again, this has to do with distinguishing between those who have committed these crimes that have to be prosecuted and those who perhaps can be reintegrated. Having said that, it's essential that the United States do what we can to assist the Democratic Republic of Congo to have a justice system that is credible in this regard. After my trip, where I talked about these so-called mixed chambers, and what this means is Congolese judges combined with international judges, probably African judges, who make sure that the standards of the courts are at a level where the international community can look at these prosecutions and say, these meet international justice standards. And it also means proper prison conditions. It means due process. It means that the extradition efforts are properly documented, and then you can ask properly the other countries to extradite the people who need to be prosecuted. So that's the first level. Whether or not this ever leads to an international tribunal is a separate issue that I've not yet addressed, but at the moment we're focusing on the possibilities of Congolese justice in these cases. In terms of the HDI index, yes, the Democratic Republic of Congo is very low on so many of the indicators. It's one of the least wealthy countries in the world, but I've had many conversations with Prime Minister Matata, who's very professional and very dedicated to improving this. He takes great pride in the fact that he is actually not so much a political guy, but a guy who really is focused on moving those indicators up in the DRC. Now, I again have these a long list here of programs that we're already involved in AID, child protection and prevention of child soldier recruitment, programs strengthening communities' pacification efforts through the UN Habitat program, community recovery and livelihood programs through CARE International, even low-cost space transmission stations for cell phones through Vodacom so that people can have some ability to have an early warning system in case problems are occurring. So this is one of those situations where you can't get into the guts of all this. This is what we have now. But there is no suggestion here that this is all we should do. But it is examples of things that the United States is already engaged in. Finally, I understood the last question to have to do with issues of customs and revenue and whether there's transparency with regard to revenues within the Democratic Republic of Congo. This is a serious issue. You do hear a lot of complaints about it when you go around the country. And, you know, I even heard a lot of complaints about a system in the Democratic Republic of the Congo that I'm trying to understand, where apparently officials can go in and find a violation in a company, and if they exact the fine, they get to keep 40% of it, the individual. And so there's a tremendous incentive to find a violation. We even heard allegations that sometimes these officials will find somebody on the inside of a company who will, and ask them to purposely not do something they're supposed to do under the law so they can come in and do a violation. So I'm going to be asking some questions about, is this really a good system in terms of the governance of a country that is so vast, and it's something that I want to at least ask some questions about. Maybe there's some answer that would be credible. But yes, the United States is concerned about transparency, and it's important for the Democratic Republic of Congo to show transparency in terms of its revenues. Work with the General Board of Global Ministries of the United Methodist Church. Ambassador, I wanted to thank you for your wonderful work, but I want to emphasize on the economic aspect that you really said. Indeed, 2013 was great from Congo. 82% economic growth. We expect that to grow again this year. But it seems to me that an economic approach on a global perspective in the region requires also a global political solution. And I'm referring to President Kikwete, who is actually urging to have a global political solution in the region. By that I mean that every country should be able to strike a political solution with its rebel movement or its rebels groups. Because what we see in the region in terms of political issues is every country has a rebel movement which is operating in the DRC. Why shouldn't Uganda and Rwanda and other countries sit also with their respective rebel groups to find political solutions in order to foster
economic integration in the region? Thank you. Well, I think that the current framework agreement in Addis Ababa, where the 11 and now 13 countries, 2 countries have joined, pledged to oppose the armed groups, is a sufficient basis for the countries themselves to work together to stop these groups. That's what was done with the M23. That needs to happen with the FDLR now, and it has to happen with the ADF. Those are the biggest in terms of threat. The hope is if we can get those groups out of the way, that maybe some of the others will not be so difficult and maybe they'll surrender. So my view is that you have to always combine in this situation, unless one of these groups simply surrenders, you have to combine military pressure with a comprehensive, peaceful solution. So with regard to the FDLR, I got to tell you, Rwanda has a right to say they got to be eliminated. Look, a lot of these people were involved in one of the worst genocides in human history. I mean, I think any country would say they can't just be allowed to go free, those people that committed these crimes. On the other hand, there are others that were younger ones who were just born in Congo. They've been there 20 years. So again, these distinctions have to be made. My view is we need a comprehensive solution to the FDLR situation right now, which is military pressure from the DRC military and MONUSCO and the Intervention Brigade, but also making sure real mechanisms are in place for people who want to desert or surrender so that this movement can be, this military organization can be eliminated. So my sense is the mechanisms are in place. At this point, you don't need to create a whole new mechanism, but it would be aided by something I've mentioned earlier, which is what I've called the broader dialogue that I think Angola is helping to set up, where right now the various presidents of the countries in the region are meeting, have met with President Dos Santos of Angola, and they're talking about how to handle the FDLR situation. So I think working with the ICGLR through the framework agreement is a better way than creating separate negotiations for each country. 2 minutes, we prefer to have an opportunity to have another conversation to talk more about Congo with Congolese. Congo has been pointed out as the most corrupt country in the world. And one of the elements that came out of the World Bank backing off from the construction of Inga is due to the fact that Congo is very corrupt and the governance in Congo is not good for the people of Congo. We are going to elections in 2016 that are already flawed from the beginning. How are you going to help strengthen the election commission, which is now run by the same guy who orchestrated the crisis in 2006? Because the 2006, I lived them, and they were flawed. There was a war in Kinshasa. In 2011, there was another crisis. And this is the critical issue we have in Congo. Elections have been flawed, and those who were elected never took power because the power has been hijacked by force by the current government. Texas, Sheila Jackson Lee, Congresswoman Sheila Jackson Lee. Thank you, Senator. Thank you, Congressman Bass. My name is Almami Sila. I'm Africa Regional Director for the International Foundation for Electoral Systems. The problem I see also in the region is that we have very strong leaders and very weak citizens. And we have not been able to have those citizens' voices heard in the right way. The gentleman who spoke before me was talking about elections. Many times we report on elections, quick to report on elections as being free, fair, and transparent or whatever it is, but those citizens who live in those countries realize that those elections were not free and fair. Secondly, I think we are not looking at elections in an electoral cycle mode. We are looking at it as an event, when in fact, if we are going to help the citizens of those regions, we have to be able to help them
to be able to understand the electoral systems and the electoral commissions that are mandated to organize those elections. So rather than being an event-driven, I think I'm hoping that you and the US government will look at the electoral cycle and begin to support that process as we go along. Thank you. I just came from Boston, and just to ask you this question. The narrative is about the narrative. You actually alluded to that narrative earlier on your remarks. The narrative of Rwandan. The problem of Congo today has been always Rwandan and Uganda. If you take care of that, and everything will be fine. What I mean by that is this narrative should be expiring now. The narrative of we're going to Congo to go after the people who committed genocide in Rwanda. But it has been like for how many years now? And people are killed in Congo as if, like, you know, it's just about Rwanda. No, that narrative, you know, those who committed genocide in Rwanda, they're in Congo, and every time they go in Rwanda, they get to recycle, they come back as a terrorist, and then they do all that kind of stuff. So we need, I mean, my request is to try to hold Rwanda accountable. You cannot reward them for doing a bad thing in Congo. Doing here on the Hill. And Senator Feingold, when you were in these halls, your leadership on Africa and your continued leadership as a special envoy, thank you for all your great work. My question, and I thank you also for your frankness when the discussion of Rwanda and Uganda was raised. My question is in reference to other foreign militaries that are involved in the DR Congo, and namely the US with the Africa Command, China, the EU. It seems like each has been for quite some time now training various battalions in the DR Congo, and we see, well, we have to really, quite frankly, question the impact, both in terms of protection of civilians and just real crisis that could occur now and into the future. I guess my question really is, in your role as special envoy, is there an opportunity to do a real comprehensive review of AFRICOM, in particular their role in the Democratic Republic of the Congo, to underscore really what has been the role and impact of US military operatives, further heightened now by the reports of drones being introduced in the region, and so both on the military as well as on the intelligence side, the role and impact, and you know, a review is so sorely needed, not just in the DR Congo, but could we start there? Thank you. It's interesting, a slightly different take on the history of the elections. I mean, the general narrative that I've heard and comments I've heard is that the 2006 elections were on balance much better than people expected, and that Abe Malu Malu was in charge of the CENI Electoral Commission at that time, and the general view is he did a pretty good job. The general view is that 2011 was not so good. Now, having said that, and the fact that Abe Malu Malu is back in charge now, so, you know, that is something that can be encouraging. On the other hand, it has to be based on reality. And so we are spending a lot of time with the Abe, who has spent a lot of time with us and pointing out things. For example, I asked him a question. I said, well, what happens with your voter lists? Are you going to update them? And he said to me, well, we really can't do that, you know, for this election. I said, well, what happens if you were 14? When the last elections were held? Well, we're not going to be able to help with that. Well, you know, my elections, when college students wouldn't have been too happy to hear that. You know, things like that. But he was willing to engage on that kind of conversation. He reminded me, as did the foreign minister, that this isn't the United States. They don't have the resources we have to solve every single electoral problem. But there are minimum standards that have to be met. So I take Abe Malu Malu at good faith, but we have to engage the opposition parties, the civil society, and others in making sure that going into this process, and as we go through it, that people feel it's credible, not just that the international community at the end says, this is pretty good. And in that regard, I think the second question related to how can we create an environment where people feel welcomed in part of the election. Well, I think this is something where the United States should try to help. Public information, media, and other public education programs
that can really seriously let people know what is happening with these elections, what's at stake, what order they will occur in. I think this is a role that we can be particularly well situated to help with. In terms of who's to blame in terms of the Eastern Congo, look, I simply refuse in my position to sort of say one side or the other is to blame. It's complicated. And even if Uganda and Rwanda had never done anything wrong and never did anything wrong again, the DRC still has serious challenges. And to suggest otherwise is wrong. On the other hand, to suggest that there has been no interference from the outside or disruption or taking advantage of the situation in Eastern Congo is also wrong. So it is simply not credible, as I try to work with others to build confidence, to sort of say it's one side or the other. That's obviously simplistic and wrong. And, you know, I actually, when I see the frustration of these presidents of these countries and how often they have to meet with people like me, sometimes I think they really would like to get this over with. Maybe they have a chance to just govern their own countries if we can provide credible governance of the Eastern Congo. In terms of small business in the Congo, I hope that this is one of the so-called peace dividends out of this. I mean, we have successful American operations and a mining company there, Freeport-McMoRan, where I had a great opportunity to visit, stayed overnight there and saw what they're doing. This is a large business. But, you know, they're not just, you know, exploiting the resources there. I saw what they're doing in the community. I saw what they're doing in terms of health for the citizens, education, promoting agriculture. You know, I'm not saying they're perfect, and I'm not going to sign off on everything they've ever done, but it struck me as a sort of modern, environmentally sensitive attempt to provide international or American investment. I would like to see that applied to the small business level, but business people in the United States have to believe they're getting involved in a situation where their investments are reasonably protected, because there is great opportunity, but this would be a result of a peace dividend. Malade, que ce soit Côte d'Ivoire, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Canadi, Kelly, Iyon, papa.